sait bien que pristine, c'est-à-dire vierge en anglais, on sait bien que ça n'existe plus. L'homme a impacté partout. Mais on se dit, c'est l'hypothèse qu'on pose, peut-être qu'en allant très loin, on va trouver ces endroits qui sont préservés de manière extraordinaire. C'est qu'on a réussi à trouver effectivement ces récifs qui étaient tellement isolés qu'ils sont très riches. Et on a pu donc déterminer cette base de référence, c'est-à-dire que tout ce qu'on mesure dans l'environnement est à son maximum pour les poissons. Et du coup, en trouvant un maximum pour un environnement, on a une ligne de référence qu'on peut utiliser pour regarder exactement quel est l'impact de l'homme là où il y a des gens qui habitent. Et là, les chiffres sont un petit peu moins gais. Ce projet est régional, il a lieu en Nouvelle-Calédonie, mais il a aussi lieu à Tonga et en Polynésie française. La raison à ça, c'est qu'on sait que plus il y a d'espèces, plus la biodiversité est importante, plus il y aura de biomasse, c'est-à-dire de quantité de poissons au fond de l'eau. Et donc pour avoir comme ça un état de référence, il faut aller dans des zones où il y a beaucoup d'espèces, comme la Nouvelle-Calédonie, car c'est un pays qui est proche du triangle de corail, où on a le maximum d'espèces dans les récifs coralliens. Et à chaque fois, on mesure la biodiversité des poissons, on mesure la qualité de l'habitat, la diversité des coraux, des invertébrés. Et à chaque fois, on se demande, est-ce que l'endroit qu'on visite est différent, très différent de ce qu'on observe ailleurs, là où il y a l'homme, mais également là où l'homme protège, dans les aires marines protégées. On a trouvé que les zones, par exemple, près de Nouméa, les récifs près de Nouméa, la quantité de poissons, la biomasse, avait chuté de l'ordre de 40%. On a trouvé que si on allait vers des espèces un petit peu plus fragiles, comme des grands prédateurs, des carangues, des mérous, on avait chuté de 60%. Et on a trouvé que chez les espèces les plus vulnérables, on avait chuté de 90%. Là, il s'agit des requins de récif. Donc on a deux grands résultats. Un, on a trouvé un maximum. Et le second résultat, c'est qu'avec cette nouvelle ligne de référence, on peut faire un bilan des récifs habités qui n'est pas tellement bon. Ensuite, il y a une très très grande nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte que ces récifs qui étaient à leur maximum de fonctionnement, ces récifs pristines, il fallait qu'ils soient suffisamment isolés de l'homme, et on a calculé qu'il fallait environ 20 heures de trajet pour y accéder. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, les atolls de Chesterfield se trouvent à 40 heures avec un bateau océanographique pour y accéder. C'est entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Et du coup, on s'est demandé dans le monde combien restait-il de récifs suffisamment isolés pour peut-être être encore dans un état pristine comme les récifs qu'on a trouvés en Nouvelle-Calédonie. Donc ça a été 2 ans pour calculer le temps de trajet entre toutes les populations humaines de la planète et tous les récifs de la planète. 1,5% des récifs de la planète sont à plus de 20 heures des gens, donc suffisamment isolés peut-être pour être dans un état tel que ceux qu'on a trouvés dans le parc naturel de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie. Et de ces 1,5%, donc de ces récifs extrêmement rares, qui ressemblent peut-être un petit peu à ce qu'était un récif il y a très très longtemps, on a demandé mais où sont-ils? Et on a trouvé qu'il y en avait énormément en Nouvelle-Calédonie. On estime que la Nouvelle-Calédonie possède un tiers de ces 1,5%. Donc un tiers de ces récifs extrêmement rares sont en Nouvelle-Calédonie. Donc ici, on a 2 chercheurs sur ce bateau, Ricardo et moi. Donc l'un travaille sur les coraux et l'autre sur les poissons. Et on a 2 étudiants. L'un fait une thèse sur les grands prédateurs, les requins avec les caméras appâtées. L'autre est en master. C'est le diplôme qui précède la thèse. Donc il aide Jean-Baptiste sur les requins en ce moment. Et si tout va bien, l'année prochaine, il fera une thèse. Cette fois-ci, on mettra des tags satellites sur les requins. La répartition
des grands prédateurs dans les eaux de Nouvelle-Calédonie, savoir qu'est-ce qu'on a, quelles sont les espèces présentes, quelle abondance et qu'est-ce qui va expliquer cette distribution. Ça c'est le premier volet, savoir qu'est-ce qu'on a, où et pourquoi. Ensuite, le deuxième volet, ça va être quel est l'impact que l'homme va avoir sur ces populations. Et enfin, le dernier volet, ça va être est-ce que les mesures de protection mises en place actuellement sont efficaces ou non. La méthode que j'utilise pour répondre à mes questions de recherche, c'est la technique de la stéréocaméra appâtée, BENTIC. Alors stéréo parce qu'on utilise 2 caméras orientées avec un angle qui vont filmer l'appât et on va pouvoir faire des mesures en 3 dimensions. C'est le même principe que la 3D au cinéma. Après, il suffit d'utiliser un logiciel adéquat et on peut calculer la taille des poissons filmés grâce à de la triangulation en 3 dimensions. Je déploie ces caméras, j'utilise un appât au bout et pour fournir un stimulus alimentaire et concentrer les poissons dans la zone, mais ça fait plus que le stimulus alimentaire. C'est-à-dire que l'activité que cet appât va générer va attirer d'autres poissons. Donc ça fait effet boule de neige. Et en fait, ça va concentrer les poissons dans le champ visuel de la caméra et on va pouvoir les compter, les mesurer, etc. Et je vais déployer ces caméras sur le récif, le matin sur la pente externe, là où les conditions sont les meilleures avant que le vent se lève, et dans les récifs barrières internes et intermédiaires. En fait, j'essaie de varier le plus grand nombre d'habitats pour voir si la variabilité des espèces est en corrélation avec la variabilité de l'habitat. Une fois qu'on a déployé nos caméras, on les prend et on va afficher l'image de gauche et l'image de droite. On va les synchroniser. Et ensuite, c'est simple, il suffit de faire la mesure de taille sur la première et la mesure de taille sur la seconde, et le logiciel nous sort le calcul en 3 dimensions. Alors, évidemment, il faut être très critique sur les mesures, hein. C'est un logiciel, on ne peut pas forcément se fier tout le temps à la technologie, il faut avoir un regard critique, et c'est là où notre expérience de plongeur et de scientifique va entrer en jeu. Donc on a des gens qui travaillent sur le terrain et on a des gens qui travaillent dans les laboratoires, qui font de la théorie. C'est très important de lier tout ça. On travaille à l'échelon national, évidemment avec la France, mais on travaille beaucoup à l'échelon international. On a des collègues avec les stéréocaméras en Australie et on a des collègues à Hawaï, on a des collègues au Brésil avec qui on va comparer tous ces résultats au niveau de la planète. Donc la science, ça part d'un équipage avec des scientifiques sur le terrain et ça finit à l'échelon global avec plein de scientifiques qui se réunissent dans des congrès et qui travaillent ensemble. Et notre travail, c'est de faire progresser la connaissance à l'échelle mondiale. Moi, je suis chercheur sur l'effet du changement climatique sur les coraux spécialement et sur d'autres organismes récifaux. Et je suis plutôt intéressé à voir l'effet de l'acidification des océans, de l'augmentation de la température et des polluants sur notre récif en Nouvelle-Calédonie. Je collabore avec le Dr Laurent Vignola pour essayer de comprendre et de faire les liens entre les poissons et les requins, par exemple, donc toute la chaîne alimentaire liée aux poissons et les récifs coralliens. Enfin, il faut dire que s'il y a des poissons sur les récifs, c'est parce que le récif lui-même, il est en bonne santé. Et donc on essaie de faire ce lien. Et pour cela, on va sur les récifs et on fait des mesures, des recouvrements des coraux, des invertébrés, et on essaie de mesurer la santé directement des coraux avec un instrument qui s'appelle Diving Palm.
Et donc, à la fin, et Laurent, dans le même temps, il fait les poissons. Donc, on essaie de lier les deux domaines, donc coraux et poissons, voir s'il y a une relation entre les deux et donc estimer sur la base de ces paramètres si les récifs sont en bonne santé. Je travaille ici dans cette croisière avec un outil assez particulier, il s'appelle Diving Palm. Et cet instrument envoie une flash de lumière saturante. Cette lumière est reçue par les oxyantelles, donc le chlorophylle. Il est utilisé pour produire du sucre, pour faire la photosynthèse, et une partie retourne vers l'instrument. Et la différence entre la lumière utilisée et reçue par l'instrument donne une valeur. Et cette valeur, on l'utilise pour dire si la photosynthèse marche bien ou marche mal. Il y a un stress, par exemple, un stress thermique, donc une augmentation de température, et les coraux ils vont tout d'abord diminuer leur efficacité photosynthétique, donc ils produisent moins de sucre pour l'animal, ils ont un taux de photosynthèse plus faible. Et tout de suite après, les algues unicellulaires en symbiose dans les tissus sont expulsées à l'extérieur. Donc l'animal essaye de dire « Ok, il y a une température trop stressante pour moi, j'enlève tous mes algues unicellulaires qui font la photosynthèse, qui donnent stress pour moi, et essaye de vivre, de continuer à vivre blanchi, complètement blanchi. » Cela, ça veut dire qu'il ne peut pas se nourrir avec la lumière, donc la photosynthèse, il peut se nourrir seulement en capturant des organismes, des planctons, des matériaux en suspension. Mais si le stress persiste, alors l'animal ne peut pas reprendre les algues unicellulaires, il reste blanchi et il va mourir. Et c'est ça qui est arrivé dernièrement, en 2008 par exemple, avec des grosses parties des récifs qui sont morts. Les écosystèmes coralliens sont sous pression anthropique, sous pression des activités humaines. Et on a une augmentation des températures globale. Et on prévoit que d'ici à la fin du siècle, on aura 2-3 degrés en plus dans l'eau. Ça veut dire que les organismes qui sont habitués à une température normale, ils vont être stressés. Alors, si on parle de réchauffement climatique, moi j'aime un petit peu plus élargir ce concept à changements globaux. Ça veut dire que nous, on produit des gaz serra avec notre voiture, avec notre usine. Ces gaz, ils vont dans l'atmosphère et c'est l'effet serra. Et une augmentation de l'anhydride carbonique dans l'atmosphère, et ça veut dire un réchauffement de l'atmosphère lui-même. Donc, le réchauffement de l'atmosphère, ça se traduit à un réchauffement de la température de l'eau, mais il y a aussi un autre facteur que dans les dernières 10 années, on parle de plus en plus suivant, et c'est l'effet l'acidification des océans. En fait, l'anhydride carbonique que nous on émet dans l'atmosphère, il va être absorbé par l'océan et il va baisser le pH de l'eau de mer. Cette diminution de pH, ça veut dire moins de carbonate pour les organismes qui vivent dans l'eau et donc moins possibilité de calcifier. Vous savez bien que les coraux, ils sont des organismes calcifiants. Ils produisent la barrière coralline en utilisant des carbonates dans l'eau. Si ces carbonates ils sont plus disponibles, ils sont en diminution, on pense aussi que aussi les récifs coralliens vont diminuer la calcification et donc être en mauvaise santé. L'utilité des récifs coralliens est énorme. Ils forment un des écosystèmes les plus importants au monde. Et ce n'est pas seulement une structure faite de carbonates, de calcium, ce n'est pas seulement comme des rochers, on ne doit pas penser ça, parce qu'ils ont différentes fonctions. La première, c'est protéger les côtes des vagues. Mais la plus importante, c'est héberger une
un nombre d'espèces énorme. Donc les poissons en première, ils trouvent dans les récifs coralliens un habitat idéal pour se reproduire, pour être hébergés et pour se nourrir. Et donc si on a une disparition des récifs coralliens ou même une diminution de leur qualité dans notre récif, ça veut dire qu'on aura aussi en conséquence une diminution des poissons et donc des poissons qu'on peut pêcher. Dans le programme PRISIM, on s'est intéressé à ce que les gens ne connaissent pas forcément, ça s'appelle la biodiversité fonctionnelle. C'est un mot compliqué, mais finalement, le concept n'est pas si compliqué que ça. Dans un écosystème, chaque espèce va assurer une fonction. De la même manière, dans une société humaine, le boulanger fait du pain, l'électricien va faire l'électricité de votre maison. Chacun a sa fonction et comme ça, on a une société qui fonctionne. Sous l'eau, c'est pareil. Dans les écosystèmes naturels, on va avoir des poissons herbivores, par exemple. Vont brouter les algues. Il faut savoir que les algues sont en compétition avec le corail. Donc s'il n'y a pas de poissons herbivores, s'il n'y a pas d'herbivores, si la fonction herbivorie est supprimée, le corail va avoir des problèmes parce qu'on va avoir beaucoup d'algues qui vont être en compétition avec le corail. Mais ces fonctions sont assurées par toutes les espèces. Un grand prédateur comme le requin va se nourrir de prédateurs de plus petite taille, lesquels vont se nourrir des herbivores, et donc comme ça il y a des effets cascades. C'est très compliqué, on ne maîtrise pas vraiment le système, c'est très compliqué, mais on sait qu'en touchant une fonction, on va dérégler le fonctionnement de l'écosystème par ces effets cascades. Et donc, ce qu'a apporté le programme PRISIM, je dirais plus au niveau de la science, c'est cette étude de la diversité fonctionnelle parce qu'on est capable de connaître les fonctions de chaque espèce. Et donc, on est capable de mesurer la quantité de fonctions dans l'écosystème, c'est-à-dire la diversité des fonctions, et pas simplement la quantité d'espèces, c'est-à-dire la diversité des espèces. Donc on peut mesurer cette biodiversité fonctionnelle. Et le programme PRISIM a donné des chiffres qui permettent de savoir où est cette biodiversité fonctionnelle dans un écosystème corallien qui fonctionne parfaitement bien. Et ça, c'est utilisé aujourd'hui dans le reste du monde pour évaluer l'état du fonctionnement des écosystèmes à l'échelle de la planète. Nous sommes à environ 40 heures de navigation des grandes populations humaines. Et dans ces endroits, on a trouvé des animaux qui ne connaissaient pas l'homme. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il manquait 90% des requins. Le premier objectif est d'essayer de comprendre pourquoi ces animaux disparaissent, et notamment en Nouvelle-Calédonie où on ne connaît pas de pêche, je dirais, industrielle aux ailerons de requin, par exemple. Et le second objectif, c'est un objectif de gestion que l'on fait en collaboration avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est gestionnaire du parc naturel Mer de Corail en Nouvelle-Calédonie. Donc essayer d'obtenir de l'information scientifique sur la biologie et l'écologie de ces espèces, qui va servir directement à leur gestion. Donc jusqu'à présent, les connaissances qui étaient disponibles en Nouvelle-Calédonie étaient plus de l'ordre des densités de requins, où est-ce qu'on observe le plus de requins, la distribution géographique. Et donc là, l'originalité de ce projet, c'est que là, on va essayer de mieux comprendre la dynamique spatiale de ces populations de requins. Quels sont les mouvements entre les grands systèmes, par exemple entre le Grand Lagon Nord et entre Casto. On va essayer de mieux comprendre les interactions trophiques des requins, quels sont leurs habitats d'alimentation préférentiels, par exemple. Et on va également s'intéresser au comportement individuel des animaux. On a ensuite des partenaires également à Montpellier, mais à Nouméa aussi en génétique. La génétique va nous permettre de déterminer si les animaux ont une seule population pour tout l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, qui est très vaste, ou bien si en fait on a des petites populations séparées qu'on pourra gérer de manière autonome. Et ensuite on a des spécialistes en Australie de la télémétrie acoustique, donc ce sont les petits émetteurs que l'on met dans le ventre des animaux qui émettent des ultrasons. Okay. Et qui vont être repérés, identifiés par les appareils que l'on place sous l'eau, qui sont des écouteurs en fait. La première, ce sont des hypothèses liées à l'alimentation. On pense que dans des zones où la présence humaine est forte, les animaux vont avoir beaucoup moins à manger
et ils ne pourront pas accéder à leur source de nourriture préférée. La seconde hypothèse est plutôt liée au comportement. Que se passe-t-il lorsque nous avons des animaux tels que les requins qui chassent pour attraper leur proie et qu'il y a des bateaux qui passent au-dessus? Que se passe-t-il quand ils veulent se reproduire et qu'il y a des baigneurs, qu'il y a des plaisanciers, des pêcheurs autour d'eux? Peut-être qu'ils ne peuvent plus se reproduire, peut-être qu'ils ratent leur coup de chasse pour se nourrir. Et la troisième hypothèse, c'est plutôt lié à du braconnage. Peut-être qu'il y a du braconnage insoupçonné. Et même peut-être une pêche au requin très conique ou très ancienne aurait pu faire disparaître ces animaux parce qu'on sait qu'ils sont des animaux très fragiles en fait. Quand je prends un requin gris de récif par exemple, il faut savoir qu'il va devoir attendre l'âge de 10 ans pour commencer à se reproduire, qu'il va se reproduire que tous les 2 ans au minimum, et qu'il fera entre 1 et 5 petits. Ça veut dire que ça va être très lent à se reconstruire si une population de requins est abîmée. Donc on ne peut pas exclure que des pêches très anciennes ont éliminé les requins des zones où il y a des habitants. Bon, la disparition des requins nous inquiète beaucoup parce qu'il faut comprendre que dans un écosystème, toutes les espèces sont liées parce que chacune va jouer une fonction. Le requin est au sommet de la pyramide alimentaire. Donc il va structurer l'ensemble par le haut. En schématisant, on peut avoir des requins qui vont se nourrir sur des prédateurs de plus petite taille qu'eux, qu'on appelle mésoprédateurs. Ces mésoprédateurs, eux, vont se nourrir plutôt sur des poissons herbivores. Les herbivores se nourrissent sur les algues, et les algues sont en compétition avec le corail. Si bien que si on retire les requins de l'écosystème, et pour l'instant ils sont retirés, 90% c'est énorme, eh bien, les mésoprédateurs, les prédateurs de taille moyenne, vont être surabondants et vont se nourrir beaucoup trop sur les herbivores, lesquels ne seront plus capables d'assurer le contrôle, le broutage des algues. Et les algues vont gagner la compétition face au corail. Si bien que par effet cascade, la disparition des requins peut se traduire par de la mortalité du corail, qui soutient l'ensemble de l'écosystème corallien. Oui, c'est une étoile de mer. Elle a la particularité, à l'état adulte, de manger le corail. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Elle fait partie de l'écosystème corallien, mais dans certaines conditions qu'on ne maîtrise pas bien et qu'on ne comprend pas, son nombre peut se multiplier. Et on a l'arrivée de milliers, de dizaines de milliers d'acantastères sur un récif. Ce qui pose problème puisque, vu leur appétit, elles peuvent très rapidement éliminer la couverture de corail vivant. Et ce corail, est-ce qu'il va revenir ou pas? C'est toute la question. Avec les nombreuses pressions actuelles, on se pose la question. Ce phénomène apparaît depuis une trentaine d'années à une échelle régionale, de la grande barrière de corail australienne jusqu'au Japon. Comment expliquer ces infestations massives et dévastatrices, ces explosions démographiques d'acantastères? Elle existe et elle est bénéfique pour l'écosystème, mais dans certaines conditions, son nombre augmente, comme les nuages de criquets ou de sauterelles, et elle va dévaster tout ce qu'il y a sur son passage. Et c'est ce type d'épisode, qu'on appelle des infestations, qui nous pose problème, puisqu'on a la question de les détecter suffisamment en avance pour pouvoir ensuite les gérer. Et se pose donc toute la question de qu'est-ce qu'on peut faire face à ce type d'épisode. Et c'est la partie appliquée de mes recherches au sein de l'UMR Anthropie.
ces étoiles de mer, comme la plupart des invertébrés, se développent plus vite dans une certaine gamme de températures. Et on est en train d'y arriver puisque leur optimum, c'est entre 28 et 31 degrés. Dans cette fourchette, les larves se développent beaucoup plus rapidement et vont vite échapper aux prédateurs. Donc, actuellement, avec l'augmentation de la température de surface, on est dans beaucoup de zones du Pacifique dans cet optimum. Et donc, on est vraiment dans des conditions très favorables pour l'acanthaster. La question qu'on se pose en tout cas au sein de notre équipe, c'est finalement de quelle manière la connaissance fondamentale peut aider à la gestion de ces espèces. Et qu'on parle des crevettes, qu'on parle des holothuries, des bénitiers, le problème est le même finalement. À partir de quel moment bascule-t-on dans un système qui est surexploité? Et comment trouver un équilibre entre une exploitation, puisqu'il y a des usagers qui pêchent, certaines populations en ont besoin pour leur subsistance, et quelle est finalement la marge de manœuvre avant d'arriver à un système qui est surexploité? En Nouvelle-Calédonie, on a la chance d'avoir un système avec une grande biodiversité, une grande surface de récifs, et donc des productions potentiellement élevées. Ce n'est pas du tout le cas de nos voisins du Vanuatu, qui ont des récifs de très petite taille, très étroits, et chez eux, typiquement, la ressource est très rapidement surexploitée. Une fois qu'on s'est aperçu de la réalité de l'infestation, on est revenu pour quantifier le phénomène, c'est-à-dire faire des comptages, être capable de dire combien il y en a, à quelle profondeur, et ensuite de tester nos systèmes d'injection pour s'en débarrasser. Au Vanuatu, on a développé ce type de méthode en fin 2014 avec nos partenaires du service des pêches. On a réussi à mettre en place un système d'injection avec du vinaigre ou du jus de citron qui est peu coûteux, très efficace.